On choisit le futur papa sur ça. catalogue. Mais il n'y a pas de photo, il faut savoir, pour pas qu'on puisse les reconnaître dans la rue, ni rien. En Israël, c'est très réglementé. Les dons sont anonymes. Avant d'avoir le catalogue, il faut acheter. Il faut partir avec le directeur de la banque de sperme sur un volet, c'est-à-dire on achète soit 5, soit 10, soit 15 manottes. Chaque manotte, c'est une insémination artificielle potentielle ou une IVF potentielle. Si vous aussi, vous souhaitez devenir maman, si vous n'êtes pas forcément marié, si vous vivez en Israël et vous vous posez des questions sur les banques de sperme, sur les dons de sperme et sur comment on peut devenir maman, restez avec nous. Nous allons accueillir tout de suite le témoignage bouleversant de Florence Ben-Simon, ici présente. Florence, bonjour et bienvenue. Bonjour Katie. Alors d'abord, merci d'avoir témoigné sur un sujet dont on parle beaucoup en aparté, mais pas beaucoup en public, il faut bien le dire. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a, je pense, une part de honte, peut-être, déjà, et une part de non-dit. On ne sait pas pourquoi elle fait ça, une part d'échec quelque part. Alors il y a beaucoup de négativité, mais au final... il y a vraiment quelque chose de magnifique qui sort. Voilà, quand on a un bébé entre les mains, après, après un petit parcours pas toujours simple, ça vaut, j'imagine, tout. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Alors, en Israël, c'est un peu particulier par rapport à d'autres pays de l'Europe, parce qu'en Israël, on va dire que c'est extrêmement développé. Les banques de sperme, il y en a un peu partout, quoi. Oui, en effet, les banques de sperme, il y en a beaucoup en Israël. Il y en a des publics qui sont affiliés à un hôpital, souvent à un service d'IVF, de fécondation in vitro. Et il y en a aussi des privés qui sont aussi affiliés à plusieurs hôpitaux, qui soient soit privés, soit complètement en dehors du système médical aussi. Alors, c'est quoi la différence exactement entre une banque de sperme privée et une banque de sperme affiliée à un service d'IVF ? Alors, par exemple, une banque de sperme qui est affiliée à un service d'IVF, il n'y aura pas de transport à prendre en charge à partir du moment où on veut décongeler une mana. Donc ça veut dire que quand on veut faire l'enfant, quand on veut réimplanter l'enfant, on n'a pas besoin de transporter quoi que ce soit. Donc ça veut dire que c'est quand même plus facile. Tout est pris en charge, quoi. Voilà, tout est à côté l'un de l'autre. Voilà. Okay. Alors que si on prend quelque chose d'ailleurs, il faut trouver un endroit où le stocker, donc des banques de sperme plus privées. Et ensuite, quand on va faire l'IVF dans un hôpital, quel qu'il soit, privé ou public, il faut donc penser au transport. Bon, alors on va commencer quand même depuis le début pour expliquer comment tout ça se passe. Quand on est mère célibataire, en tout cas pas encore même, en tout cas célibataire et qu'on veut devenir maman, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire comme première démarche ? Alors, je pense que parmi les premières démarches, c'est d'abord faire une bdika, donc un examen chez un médecin qui est spécialiste de l'IVF. Donc, on va le voir. De la fécondation in vitro. In vitro. On parle avec lui, il nous prescrit un certain nombre d'examens à faire, notamment dans le lot. L'âge de nos ovocytes, est-ce qu'on a une fonction hormonale qui est encore bonne, est-ce qu'on a des problèmes au niveau... Il y a un panel vraiment des ultrasounds, donc des échographies, pour voir si, pour quelles raisons on n'a pas été enceinte jusqu'à maintenant. Et donc après une négativation de toutes ces analyses, c'est-à-dire que tout va bien, on parle de est-ce que vous voulez faire un enfant toute seule, machin, tout ça, si c'est la volonté de la personne. Ouais. Et donc là, on a recours à une banque de sperme pour acheter un don de sperme. Et ça, c'est tout à fait légal en Israël. Ouais, ça, c'est tout à fait légal, ce qui n'est pas légal en Europe. En fait, donc une fois qu'on a fait tous ces examens, on est dans un parcours de fécondation in vitro seul. Donc on nous donne un service d'IVF qui nous donne donc un certain nombre de banques de sperme à qui s'adresser. Ensuite, on s'adresse à la banque de sperme, on reçoit un catalogue. Ça, c'est dingue, quoi. Ouais, on choisit le futur papa sur catalogue. Mais il n'y a pas de photo, il faut savoir, pour pas qu'on puisse les reconnaître dans la rue, ni rien. Donc, dans le catalogue... C'est des dons anonymes ? Oui, les dons de sperme anonymes, c'est obligatoire. Oui. En Israël, c'est très réglementé. Les dons sont anonymes, ils sont rémunérés quand même, de ce que je sais, mais pour le donneur, mais ils sont anonymes. Et donc, en fait... Et vous aussi, vous allez payer le Ah oui, nous, on achète. Vous l'achetez. Oui. Avant d'avoir le catalogue, il faut acheter. Il faut partir avec le directeur de la banque de sperme sur un volet. C'est-à-dire,
on achète soit 5, soit 10, soit 15 manottes. Chaque manotte, c'est une insémination artificielle potentielle ou une IVF potentielle. Ok. Et donc, sur ces 5 manottes, il faut gérer aussi où ça va être stocké, c'est-à-dire il faut payer tout ça. Tout ça, ça se paye. Et il faut payer aussi le fait de décongeler la mana. Donc, la préparation. Tout le reste, avant 40 ans, selon les conditions de la personne. C'est-à-dire si c'est un couple qui n'a pas eu d'enfant, tout ça. Si c'est une mère célibataire, je crois qu'avant 40 ans, ça n'est pas pris en charge. C'est à la charge de la personne ou Bitoire Prati. Voilà. Ouais. Et bien sûr, Toshavet Israël, hein, tout ça, je parle. Oui, des nationalités israéliennes, évidemment. Oui. Et ensuite, après 40 ans, tout est pris en charge. Il y a une ishtatut etzmi, donc quelque chose de symbolique qu'on paye en fonction des bdikot qu'on va devoir faire et des bdikot que l'IVF demande, en fait. Alors, on revient au catalogue, parce que ça, c'est quand même fou. Donc, on choisit selon quels critères? Qu'est-ce qu'il y a écrit comme genre de renseignement? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le catalogue? Il y a écrit son âge, son poids, caractère physique, sa taille, tout ça, l'état d'origine de ses parents. Par exemple, pour ma fille, il vient d'Argentine. Sur certains profils, il y a marqué la religion, parce que moi, j'ai fait à Haïfa, donc en fait, c'est multiculturel. Il y a aussi des gens qui sont russes, qui veulent quelqu'un de catholique, des gens qui sont musulmans, qui veulent quelqu'un de musulman. Ouais. Et tout le reste, ils sont juifs. Après, du père, de la mère, des deux, moi, j'ai pas été jusque-là. Je sais que de base, les deux sont argentins, qu'ils ont fait leur alia, donc a priori... Les deux sont juifs. Ça vers l'année archéken. Et de toute façon, pour ma part, ma fille sort de moi, donc a priori, elle est quand même juive à 100%. Alors, comment on choisit? Qu'est-ce qui met la puce à l'oreille? Parce que c'est pas évident quand même. Non. Est-ce qu'il y a, par exemple, son niveau d'études, ce qu'il fait dans la vie comme profession? Oui, il y a ce qu'il fait dans la vie comme profession. Il y a le niveau d'études basique, c'est-à-dire diplôme, tout ça. Et il y a aussi comment il se décrit. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il écrit un texte. Ouais, comment vous décrivez-vous? Aujourd'hui, comment vous vous décrirez? Ok, donc il écrit un texte. Et ensuite, il y a ce que l'équipe en a pensé. Bien sûr, il n'y a jamais des choses négatives, mais on voit par rapport au profil... Il y a un petit texte aussi de l'équipe qui accueille le don de sperme. Oui, tout à fait. Qui dit comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se dégage de cette personne. Parce que c'est hyper mashmaouti, c'est très, très... Très important. Très important, ouais. Et donc, moi, pour ma part, j'ai choisi déjà quelqu'un qui était très loin de moi en termes de génétique, exprès, parce que je suis infirmière. Donc, je pensais déjà à beaucoup de choses, à tous les tests génétiques que j'allais faire après. Et donc quelqu'un de très loin de moi, donc plutôt ashkénaze, des deux côtés. Et après, eux, ils ont un panel de bdikot, un panel d'examens pour être sûr que... Ouais, pour être sûr qu'ils ne transmettent pas, quelle que soit la maladie, de façon récessive, machin, nan. Et ensuite, nous aussi, on vient avec un panel de bdikot pour dire à quel niveau, nous, on a, au niveau de la génétique, un potentiel de faire... Alors, vous avez choisi comment? Qu'est-ce qui vous a Alors, moi, j'ai choisi quelqu'un qui m'aurait attiré dans la vie de tous les jours. J'ai téléphoné à ma copine, une copine qui est en France. Et en fait, on a choisi toutes les deux en disant lui non. Et en fait, on a choisi vraiment quelqu'un qui m'aurait attirée dans la vie de tous les jours. Comment? Mais avec quoi? Plus avec le physique, globalement. Et surtout, ce qu'il pensait de lui. C'est-à-dire, ce qu'il pense de lui, il ne s'est pas présenté comme quelqu'un qui a 300 000 diplômes, qui touche un salaire de temps. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, moi. Et surtout par rapport à ce que l'équipe en a pensé. Tout ce qui se dégage de lui. Incroyable. Ouais. C'est fou. Comment les gens choisissent en général? On le sait? Il y a plein de critères, j'imagine. Il y a aussi un autre critère, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un pourcentage de réussite très important. Donc moi, étant femme célibataire, j'ai aussi choisi un pourcentage de réussite très important, vu mon âge. J'avais 40 ans quand j'ai commencé à faire tout ça, 39. Et donc du coup,
Je ne pouvais pas me permettre que ça dure des années, même si on ne peut pas savoir à l'avance. Alors, j'imagine qu'avec ce genre de critères, ça veut dire que le donneur est donneur un certain nombre de fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu angoissant quand même on va dire éthiquement parlant, parce que ce bébé à naître, voilà, il peut tomber sur son frère et s'embrasser de lui. Ouais, le législateur a fait que, en fait, quand ma fille Hashem voudra se marier... Et c'est pour tous les enfants pareil. Voilà, elle sera obligée de faire une thèse génétique spécifique pour vérifier que la personne avec qui elle veut se marier et faire des enfants ne soit pas quelqu'un affilié à sa famille. C'est obligatoire et c'est la seule partie où elle aura accès à la génétique du père. C'est la seule partie. Il y a impossibilité d'ouvrir le tic du donneur. C'est-à-dire que le bébé à naître ne peut pas demander l'identité de son père. Pour moi, ce qui s'est passé à mon époque, c'est-à-dire il y a 6 ans, et de ce que je sais, parce que j'ai redemandé au directeur de Banque Zera, de là où j'ai fait, et il m'a dit, pour moi, la loi n'a pas changé. Mais j'ai eu vent d'un certain nombre de personnes qui ont fait des traumas de Zera avec un tic patoire. Ça veut dire que l'enfant a accès au dossier. Moi, je ne sais pas à quel moment c'est possible dans la législation israélienne, mais bon. En tout cas, je sais que le principe, on va dire, c'est l'anonymat. Oui, c'est l'anonymat complet pour protéger le donneur et aussi, je pense, pour éviter, parce que ça, même s'il y a un certain un questionnement, on peut répondre à ce questionnement par pas mal de choses. Déjà, quand on est mère célibataire, on apprend à gérer un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément faciles. Répondre à des questions depuis le très jeune âge, de l'enfant, de l'enfant, de l'entourage, des ganénotes, des parents. Comment on fait d'enfants. Ça on a un petit pool, je veux dire un suivi psychologique. Alors il y a pas. Par contre, moi je conseille à tout le monde de le faire, parce qu'on n'a pas forcément les armes pour répondre à un enfant. Et on ne sait pas trop comment formuler la chose. Des fois, on dit des choses et en fait, il y a des hashlachot complètement différentes. C'est-à-dire que l'enfant va croire que c'est comme Dieu, qu'il est un peu partout, alors que pas du tout. C'est une personne. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai écrit un livre. Sur le sujet. À ma fille. Waouh, c'est émouvant. Voilà. Pour lui expliquer la démarche, pour qu'elle comprenne pourquoi vous avez fait ça. Ouais, pour qu'elle comprenne d'où elle vient, en fait. C'est beau. Et j'imagine qu'elle ne l'a pas encore lu, elle est toute petite. Ah, je le lis tous les soirs. Ah, vous le lisez? Parce qu'elle me demande. Oui, elle me demande. C'est un espèce c'est pour créer un lien avec un papa qui est pas là, en fait, finalement, voilà. mais qui existe. Voilà, qui existe, qui n'est pas là. Comment les médecins l'ont mise dans mon ventre, comment ils ont géré cette petite graine quelque part dans un entrepôt et qu'ils l'ont mise dans maman. Ouais, pour lui expliquer avec des mots d'enfant, j'imagine. Et c'est vrai que ça doit apaiser. Ça apaise beaucoup. Depuis, elle pose beaucoup moins de questions. Mais elle demande le livre tous les soirs. C'est fou. À quoi il faut faire attention lorsque, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne vivent pas en Israël. On sait que parfois, arrivé à un certain âge, certaines femmes qui veulent être mamans, qui n'ont pas encore rencontré leur conjoint, congèlent des ovocytes pour que, peut-être qu'un jour, ça devienne des embryons, puis après les embryons, que ça soit des enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les législations sont différentes. Ouais. Alors, il faut savoir que les marlakot IVF, donc les services de fécondation in vitro en Israël, ne sont en rapport qu'avec des dons de sperme, des banques de sperme d'Israël ou de Capricine, de Chypre et de Grèce. Ça veut dire que c'est les seuls endroits où on aura une possibilité de faire un transport de là à là. Ça veut dire qu'on peut, pour des dons d'ovocytes, pour des dons de sperme, etc., c'est seulement avec ces pays-là et Israël que ça fonctionne. Il n'y a que ces pays-là avec qui ça fonctionne. Si on congèle, par exemple, des ovocytes en France ou en Belgique, ça ne marche pas. Voilà, alors déjà, en France, je ne me rappelle plus de la législation, mais je crois qu'on va congeler en Belgique ou en Espagne quand on est mère célibataire. D'accord. Si on a un couple, il y a des congélations en France, mais jusque-là, il me semble qu'il n'y a pas eu d'avancée très importante. Ouais. Donc, j'ai le cas dans une de mes copines qui, du coup, a congelé ses ovocytes ou en Belgique ou en Espagne.
et elle ne peut pas choisir le donneur. Donc ça veut dire que nous, on choisit la religion, on choisit globalement comment il est, et elle n'a pas accès à rien. Ça veut dire on lui dit, la personne, le donneur, ce serait quelqu'un qui te ressemble, mais qui choisit qui lui ressemble. C'est l'hôpital qui s'en occupe. L'hôpital. Ils ont dit, on prendra quelqu'un qui te ressemble. C'est tout. C'est affreux, ça veut dire c'est pas la même religion, c'est pas... Qu'est-ce que ça ne... C'est compliqué. C'est complètement aberrant. Et il n'y a pas de possibilité de transporter, Aucunement. les C'est ovocytes impossible parce que ici. c'est très réglementé. C'est un transport qui est en plus en froid, frigorifié. C'est impossible, c'est extrêmement réglementé. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce parcours pour vous? Alors moi, comparé à d'autres femmes, étant donné que je suis infirmière et que j'ai plongé dans beaucoup de services depuis très très longtemps, je suis infirmière depuis 2003, donc ça fait long. Moi, tout ce qui est transport, décongélation, machin, tout ça, moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'était un palier. Ça veut dire que ça les dégoûtait, toute cette histoire. Il y a plein de choses qui sont, du coup, c'est quelque chose, c'est vraiment... Des manipulations qui leur incombaient, c'était compliqué. Hein. C'est pas nous qui manipulons, bien sûr, mais on vous dit, dans l'éprouvette, là, il y a ça. Bon, des gens, ça les dégoûte. Moi, je m'en fous, hein, personnellement. Ok. Pour moi, parce que juste avant qu'on nous prélève les ovocytes, il y a une stimulation. Donc pour moi, la stimulation était très difficile, alors que j'ai pas du tout peur des aiguilles et tout. Mais au bout d'un moment, j'arrivais plus. Je n'arrivais plus à m'injecter les hormones, les trucs. Je n'arrivais plus. Ça a été difficile. Et après, par contre, faut savoir qu'il faut bien réfléchir parce qu'on fait un enfant toute seule. Ça veut dire qu'on est toute seule. Ça veut dire qu'on va lui donner vie toute seule et qu'on sera toute seule toute notre vie. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien prendre en compte. C'est pour ça que vous avez voulu témoigner aujourd'hui ? Ouais. Non, pour aussi un peu... Démystifier la chose ? Ouais, démystifier, il faut en parler, ça existe, ça fait des enfants merveilleux. Moi, ça fait de moi une mère super, même si des fois je pète un câble, comme tout le monde, mais voilà. Non, puis il y a beaucoup de gens en Israël qui ont recours à cette méthode. Énormément de gens. Par exemple, moi, je suis dans un endroit où certes, par exemple, ma fille est dans Gan Mermlerti Dati. Bon, il y a peu de IVF là-dedans, il y a peu de trauma de Zera. Bon, elle est toute seule, mais à Rishon LeZion, la moitié de la Kita, ils sont trauma de Zera IVF. Ils sont issus d'un don de sperme. Mais ouais, la moitié de la Kita. Donc bon, ça dépend vachement de l'environnement sociopolitique, tout ça. Et en plus, parce que je trouve que ça change une vie. Oui, ça, on veut bien vous croire sur parole. En tout cas, on voulait vous remercier parce que c'est vrai que c'est un sujet incroyable. C'est un monde entier, vraiment. Il y a des tas de choses. On a appris là au Danemark, c'est la plus grande. Il existe la plus grande banque de sperme. En Israël, il y en a à peu près. Il y en a beaucoup, quoi. Beaucoup de banques de sperme privées. Dans les grands hôpitaux, il y en a. Enfin bref. Donc c'est un sujet vraiment sociétal important. En tout cas, on voulait vous remercier d'en avoir parlé. Voilà, et on vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonheur avec votre petite fille. Merci beaucoup. À bientôt. Katie, à bientôt.